J'ai appris en 3 ans de crise incessante, 10 ans de métier de patron. Et je crois que j'ai tout appris là. Et j'avais tous les problèmes de la terre. J'avais l'inspection du travail, les inspecteurs fiscaux, des gars qui étaient épuisés par quelques années de difficultés. Donc c'était dur. Moi je suis un boulimique de l'action. Je peux pas rester 5 minutes sur une plage sous un parasol. Mais même pas 3 minutes, je sais pas faire. Vous réprimandez en privé, en tête à tête, et vous félicitez en public. Si vous faites l'inverse, c'est une catastrophe. Prenez Monsieur Dupont, qui a fait une connerie, que vous dites à tout le monde dans le truc, le type il part, il est humilié pour la fin de sa vie, il vous déteste. Donc faut pas faire ça. Et les politiques font l'inverse, hein. Eux ils humilient en public et ils vous félicitent de temps en temps en privé. On peut partir à la retraite plutôt que tout le monde. On peut aller à l'hôpital sans que ça coûte trop cher, les médicaments gratuits, mais il y a quelqu'un qui paye. Quand vous gagnez 2000 € en net, ça vous coûte 4000 à la boîte. Donc vous payez 2000, un peu moins, de charges sociales et patronales. On est les champions du monde de ça. Mais il faut pas se plaindre. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Depuis la dissolution, j'ai une colère sourde de tous ces discours politiques, non mais je dirais extraterrestres. Je sais pas comment les qualifier. Ils ont jamais bossé dans une boîte, dans le privé, ils ont jamais voyagé, et ils ne pensent qu'à taxer toute la journée, si vous voulez. Donc là, je me dis, mais on n'est pas sur la même planète. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Homéric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un monument du monde des affaires françaises. Pierre Gattaz, ancien président du MEDEF, figure incontournable de l'industrie et éternel défenseur de l'entrepreneuriat. Pierre a marqué son époque avec ses prises de position et sa vision tranchée. Actuellement à la tête de Radial, une entreprise familiale qu'il a transformée en fleuron mondial des technologies de connectivité avec plus de 3500 employés dans 13 pays, et du domaine viticole Château de Sannes, qui produit plus de 80 000 bouteilles par an, Pierre incarne à lui seul la résilience et l'innovation à la française. Mais derrière l'homme d'affaires, officier de la Légion d'honneur et du mérite, auteur de plusieurs livres, dont le dernier « Enthousiasmez-vous », qui est vraiment Pierre Gattaz ? Découvrons ensemble ses origines, son parcours, ses aspirations, ses convictions et sa vision pour le futur. C'est parti ! Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La première question que j'adore poser, c'est est-ce qu'on peut se tutoyer ? Oui. Merci beaucoup. Définitivement. Tu vas bien ? Ça va bien. Toi aussi ? Très très bien. Bon. La deuxième question, ça devient un rituel, c'est toujours les mêmes. Est-ce que tu peux nous donner ton état civil ? Pierre Gattaz, né le 11 septembre 1959, donc il y a eu 2 catastrophes dans l'humanité. Il y a eu le World Trade Center le 11 septembre et il y a eu un peu avant ma naissance. Je suis ingénieur de formation et puis je suis parti aux États-Unis un petit peu. J'ai été recruté par Dassault Électronique en France. J'ai redressé une boîte d'électronique quand j'avais une 30aine d'années pour le compte du groupe d'Inaction. Et puis en 92, donc j'avais 33 ans, mon père et mon oncle Yvon et Lucien Gattaz, qui ont créé la société familiale Radial, m'ont demandé de les rejoindre parce que les marchés aéronautiques et militaires se portaient pas bien et il fallait redéployer, redonner un peps à Radial sur les USA d'une part que je connaissais bien, sur les télécommunications d'autre part que je connaissais bien parce que je suis ingénieur télécom, et en redressant un peu la société qui souffrait un peu de manque de commandes et de chiffre d'affaires. Donc je suis arrivé à un moment où ils avaient besoin de moi. J'ai accepté parce que je m'amusais bien chez Dinaction quand même. Et puis nous voilà partis dans un redressement d'entreprise qui a été fait sans trop de drame, en repositionnement vers les États-Unis, vers les télécoms et beaucoup d'international. Donc on a fait 10 ans formidables de surf sur le GSM, la radiotéléphonie cellulaire. C'était le début et on vendait des petits composants électroniques, des connecteurs à ce magnifique marché qui a explosé. Donc Alors attends, parce que j'ai écouté plusieurs de tes interviews et tu dis qu'à chaque fois, tu as dans ta poche un exemple. Oui. Je l'ai. Vu qu'on est en audio, tu l'as. Je l'ai. Non, mais c'est une vérité. C'est des porte-bonheur. Des porte-bonheur. Alors celui-là, c'est un composant dont je suis très très fier parce qu'on a mis 20 ans à le développer.
D'accord. C'est un connecteur intelligent qui transcode des photons venant de fibres optiques et qui sort en électrique, en électrons. Donc c'est un transcodeur de photons en électrons et réciproquement. Et ça fait Ça un va où? Ça centimètre va dans les carré. ça fait un centimètre. Il y a plein d'électronique embarquée C'est là-dedans. Il y a incroyable. des galères, des heures. Et la difficulté, c'est que c'est un environnement très sévère. Donc plus 150 degrés en température vers moins 50 degrés de froid. Donc ça, c'est très très difficile à faire dans des environs très sévères. L'aéronautique, le spatial, les radars embarqués, etc. Donc on est les seuls au monde à faire ça. C'est incroyable. Les autres, notamment américains, n'y arrivent pas encore. Et c'est 20 ans de boulot, c'est des dizaines d'ingénieurs formidables, français, des techniciens de laboratoire, des ouvrières qualifiées de l'île d'Abo. Et on a beaucoup de commandes actuellement, en 2024. Félicitations. Et c'est de l'export principalement. Donc je suis très très fier. Et ça montre que une entreprise, c'est ça. C'est des hommes et des femmes avant tout. C'est des communautés humaines. Ce sont des gens qui travaillent, qu'on essaye d'épanouir, de motiver toute la journée pour les faire grandir, pour que ils fassent des choses merveilleuses comme ce petit composant électronique. Et j'ai gardé mes 5 usines en France, qui est ma plus grande fierté puisque je suis rentré en 92. On n'avait que 5 usines d'ailleurs, enfin 4 même en France. Il n'y en avait pas d'autres ailleurs. Une petite usine aux États-Unis et 30 ans après, on en a 13, dont mes 4 usines historiques qui ont grandi. Une 5e que j'ai rajoutée à Dole dans le Jura de micromécanique de précision. Comme quoi, on peut faire de l'industrie française en montant en gamme, en motivant les gars, en surpassant toutes les épreuves fiscales, sociales, syndicales et autres qui ont pourri la vie des industriels pendant 40 ans. Alors, avant de rentrer dans tout ce sujet, parce qu'il y a à la fois l'entrepreneur, le patron, le politique, Oui. on va revenir un peu en avant. On va revenir peut-être pas en 59, mais c'est quoi le souvenir le plus lointain que tu as de ton enfance? Alors en fait, c'est assez drôle. J'en ai plein de souvenirs d'enfance, mais j'ai mon oncle que quand j'avais 5-6 ans, avec lequel je m'entendais très bien, Lucien, D'accord. qui était l'industriel, le technicien de la bande des deux, mon père étant le commercial et le financier. Chaque fois que je venais le voir à Voiron dans l'Isère, m'emmenait voir l'usine de Radial. Donc j'avais quelques années, j'avais 5, 6, 7 ans, 8 ans. Je me souviens de grands Malabar qui faisait 1m90 en bleu de travail, les moustaches. Donc je me suis dit, oh là, c'est dangereux ici. Et qui étaient des ouvriers professionnels formidables, des décolleteurs, des régleurs, et qui étaient finalement extrêmement sympas et gentils, etc. Mais j'avais cette impression, et ça sentait l'huile. De décolletage, de découpe. Donc je me souviens de ces odeurs, de cette petite madeleine, et mon oncle me montrant des composants qu'il faisait pour aller au début, c'était pour les satellites aussi, ça commençait, etc. Et donc j'étais passionné parce que j'étais émerveillé par ces usines où il y avait des gens qui bossaient sur des petits trucs, sur le décolletage, je comprenais rien. Mais voilà, j'ai été imprégné de ça dès que j'étais gamin. Donc tu jouais avec ça plutôt que avec les voitures. Je jouais pas vraiment, mais je les touchais. Mon oncle me donnant des trucs plein d'huile. On avait tout le temps des trucs pour se laver les mains, etc. Parce que c'était dégouliné d'huile partout. Et c'était formidable. Et puis les gens étaient sympas et heureux et souriants à la fin. Et voilà, ça a peut-être dû me donner le goût de l'usine en fait. Et après, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi en fait en Seine-Saint-Denis, moi à Gagny. J'étais à Villemomble au collège et puis au lycée du Raincy. Et puis donc j'ai tout fait toute ma période, toute ma jeunesse en Seine-Saint-Denis. Et le lycée, t'as fait un équivalent S? Oui, c'est ça. Puis après je suis parti en maths sup maths spé. Et puis après j'ai intégré Télécom Bretagne. C'est toi qui voulais faire ces études-là? Pas du tout. Non, en fait, moi, c'est surprenant ma vie. Je me suis laissé embarquer par des opportunités de vie. Je voulais pas forcément être ingénieur, mais bon, j'ai fait maths sup, maths spé, j'étais bon en maths et en physique. Boum, on se retrouve Et ingénieur. Tu voulais faire quoi? Mais en fait, moi, j'avais que des trucs de gamin, quoi. J'aurais adoré être archéologue, paléontologue, chercher des fossiles, astronaute, vétérinaire. Bon, et puis en fait, pas trop. Et en fait, j'étais embarqué dans l'ingénieur. Puis bon, ça me déplaisait pas. Puis après, je voulais surtout pas faire comme mon père. Donc Radial, j'y pensais pas du tout. Au contraire, je me dis non, j'irai jamais. Et puis le Medef et le CNPF, voilà, c'était encore pire. Je comprenais rien, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai toujours été embarqué. Donc
Bah, après, j'ai bossé chez Dassault comme jeune ingénieur, puis ça s'est bien passé. Puis d'Inaction, on m'a dit: «Tiens, tu veux pas reprendre une boîte?» Alors je dis: «Bah, pourquoi pas?» Et puis après 92, l'opportunité: «Tu veux pas venir prendre Radial?» Bah, pourquoi pas? Et Et Dassault, puis t'as postulé comment chez eux? C'est Dassault, bah, ça a vraiment via... été assez marrant parce que quand j'étais aux États-Unis, au poste d'expansion économique à Washington, comme jeune attaché, télécom, du coin, de la bande, et le ministre plénipotentiaire, me dit, qui était à Washington, hein, le chef des services économiques, me dit: «Alors, il y a Serge Dassault qui vient, tu parles l'anglais, est-ce que tu pourrais le servir de chauffeur? J'ai une vieille voiture que j'ai achetée d'occasion, pourrie». Ils te Bon, fournissaient même pas oui, la j'ai dit: «Bon, voiture, c'était il a s'il a pour pas la peur tienne. je le chauffe, je le sers de chauffeur». Et puis je le servirai de traducteur parce qu'il parlait l'anglais, mais voilà. Et puis, bon, étant ingénieur télécom, et Serge Dassault, curieusement, était voir des clients, pour vendre ses équipements civils, qui étaient les premiers DAB, les distributeurs automatiques de billets, Mmh. qui étaient les premiers distributeurs automatiques de tickets d'avion. Et puis il y avait la première monétique, les terminaux de paiement électronique, qui traitaient les cartes Visa, qui étaient les toutes premières. Donc on a sympathisé, donc je l'ai embarqué, je faisais un peu les traducteurs, je l'aidais, et cetera. Et j'ai toute la journée avec lui, puis à la fin il me dit: «Bon, qu'est-ce que vous faites?» Bah, je lui dis: «Bah, je suis encore là, 6 mois ou 1 an». Bon, il m'a dit: «Bah, envoyez-moi votre CV parce que on cherche du monde pour la division civile de Dassault, et cetera. Et ouais, bah, ce serait bien que vous puissiez nous aider». Je dis: «Bah, écoutez, pourquoi pas, je». Bon, puis c'est comme ça que c'est arrivé. Belle rencontre. Belle rencontre, et je me suis bien amusé parce qu'il était plutôt très sympa. Et puis, ouais, sous des apparences un peu, parfois, je dirais pas, paysannes, parce que c'est pas le cas, mais une très grande intelligence, Serge. Il a quand même fait des tas de trucs derrière. Il a bâti un petit empire. Enfin, il a consolidé ce qu'avait fait son père, et j'ai trouvé que il était très malin. Mmh. Et j'ai toujours gardé des très bonnes relations avec lui, après, quand j'étais au MEDEF notamment. Et puis voilà, puis je suis resté 3 ou 4 ans avec lui, ou 5 ans, et j'ai développé pendant cette période, tout ce qui était les projets internationaux de vente des terminaux de paiement électronique. Ce qui m'a D'accord. emmené au Mexique, où je me suis retrouvé dans la zona rosa, à 25 ans, à 4 pattes, pour trouver les 2 fils téléphoniques, du 48 volts, qu'il fallait que je connecte au TPE. Donc dans les boutiques de la zone commerciale, de Mexico. Et c'était sportif, là. À 4 pattes avec le tournevis pour essayer de trouver donc voilà. Donc j'ai fait ça. C'était pour le compte de la Banamex, qui était une banque qui installait 1000 billes terminaux dans 1000 commerces, et ça marchait parce qu'après il fallait que ça fonctionne. Il y avait les cartes Visa, c'est après les listes noires des comptes, qu'il fallait rejeter. Ça passait par tel système, tel serveur. Enfin, c'était un gros truc. C'était des projets très intéressants. Donc j'ai fait ça. J'étais chef de projet technique pendant quelques années pour le compte de Dassault Électronique. Et après tu t'es dit, c'est à ce moment-là ou passé quelques années, Bah, il y a j'ai ton toujours en oncle? fait voulu créer ma boîte, en fait, quelque D'accord. part. Là, c'est vrai que j'ai eu le virus un peu de mon père et de mon oncle, et j'avais développé, j'avais développé un truc qui était marrant. C'était un distributeur automatique de forfait de ski avec carte bleue. Et en fait, j'avais tout le concept puisque j'avais appris la monétique chez Dassault Électronique, Ouais. le traitement, et cetera. Puis j'ai merdé. Ça a pas, enfin, j'avais été voir des stations de ski, j'avais Tu l'as été voir vraiment des... lancé? C'est un Non, prototype, en fait, tu non, non, j'avais le cahier des charges, j'avais le concept, hein. Et puis là, est arrivé le d'Inaction, qui m'a proposé de reprendre une boîte en difficulté qui s'appelait Fontaine Électronique, qui était basée à Vissou. Et donc, je me suis retrouvé à piloter une petite boîte de 45 personnes, qui en faisait 200 et qui a déposé 2 fois le bilan. Donc, il fallait que je redresse. Donc, D'accord. pendant 3 ans, je me suis occupé. Donc, j'ai laissé tomber mon projet de distributeur de forfait du ski, qui était peut-être un peu en avance sur le temps, parce que je l'ai vu quelques années après, Mmh. mais un peu plus tard. Ça a marché, ce concept, mais bon. Et j'ai un peu regretté de pas l'avoir concrétisé. Mais ceci étant dit, j'ai appris la reprise de société en difficulté, où là, vous retrouvez seul au monde, jeune garçon d'une trentaine d'années. Moi, j'ai fait ingénieur, et puis j'ai un complément de formation management aux États-Unis, et de gestion.
Mais là, c'est la vraie vie, là. On vous balance dans la piscine d'eau très très froide. Il y a 45 personnes qui dépendent tous les mois. Ouais, et j'avais tous les problèmes de la terre. J'avais l'inspection du travail, j'avais les inspecteurs fiscaux, j'avais des gars qui étaient épuisés par quelques années de difficultés. Donc un comité, ouais, ce management, c'était compliqué aussi, parce que il y avait de la tension, fallait rebondir, fallait repartir, fallait redéfinir. Et là, c'est un énorme bizutage, mais là, j'ai appris en 3 ans de crise incessante, 10 ans de métier de patron. Et je crois que j'ai tout appris là. Donc c'était dur, très dur. Tous les lundis matins, j'arrivais au boulot, je me suis dit, je vais me faire virer. Ils vont pas me garder, c'est pas possible. Et puis résilience. Faut être dur au mal, hein, dans ces trucs-là. Faut pas lâcher. Et puis c'est qu'on a tous les problèmes de la terre qui arrivent sur la table, quoi. Et puis on est seul parce que les cadres sont partis. Donc il en reste quelques-uns. Il y a des baronnies, il y a des conflits. Et je pense que la gestion humaine est ce qui est le plus dur. Je dis toujours à mes enfants, parce que j'ai un domaine vinicole depuis quelques années avec 10 personnes que j'ai recrutées, et Radial qui a 3500 personnes, et ben je crois que c'est plus difficile de gérer 10 personnes que 3500 personnes. Parce que 3500 personnes, vous avez des DAF, des DRH, vous avez des structures, vous avez des cadres, il y a du monde qui gère le truc. Alors ça surveille parce que c'est des cargos aussi, donc quand ça va sur les rochers, ça fait du dégrabuge, hein. Mais donc faut pas emmener le cargo sur les rochers. Mais ceci étant dit, une petite structure comme ça, il y a tous les conflits de la terre entre deux personnes. Quand votre vigneron s'entend pas avec votre maître de chai, 2 personnes sur 10, vous avez 20% de l'effectif qui va pas, qui sont précieux. Donc c'est l'équivalent de 700 personnes à Radial qui s'engueulent. Oui, d'accord. Et donc en fait c'est ça qui est bien. Bon, donc tout ça, tu fais comment, parce que tu vas pas non plus les faire boire à longueur de journée pour qu'ils s'entendent bien. Non, mais après c'est l'art du management, et c'est vrai que je pense que une des grandes difficultés, enfin la gestion financière, bien sûr c'est important, etc. Mais c'est de la technique, c'est du rigoureux, c'est du rationnel, c'est des chiffres, c'est des faits. Bon, là vous avez dans la RH, dans le management, un degré humain qui est très souvent irrationnel. C'est de l'émotion, c'est de la passion, c'est de la colère, c'est tout ça qu'il faut intégrer, qu'il faut détecter. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à Radial, une des mesures que j'ai prises quelques mois ou quelques années après, c'est que on faisait la promotion du meilleur commercial en chef de commerciaux, meilleur ingénieur, chef des ingénieurs, meilleur ouvrier, chef d'îlot. Erreur funeste, parce que une fois sur 2, ils sont pas bons. Ils sont bons comme commercial, mais ils sont pas bons en manager, ils s'en foutent. Du management, ils aiment pas. Ils ont pas envie. Ils ont pas envie, ils ont pas l'appétence pour le faire. Alors que, donc ça fait des grabuges. C'est pas parce qu'il était super bon, même ingénieur. Le meilleur ingénieur, parfois ça l'embête vraiment de manager ses équipes. Parfois il adore. Mais donc on a créé le statut d'expert. Alors junior, confirmé, senior, bon, avec carte de visite, recto verso, moi, champion du monde de la fibre optique, haut débit, en chinois, en japonais, en anglais, etc. Il a une carte de visite, et parce que on veut le garder. Le gourou fibre optique de Radial, il faut le garder. Oui. Il est formidable, mais par contre, le management l'embête un peu. Et il souffre, d'une part, il fait souffrir ses équipes. Il vaut mieux le mettre gourou à aller voir des clients où il va être génial que de l'emmerder à faire du management. Et donc on a constitué ce bipôle, et on a formé des managers, on a testé tous nos managers dans les années 95 pour vérifier et puis après on les a formés au management. Et formation au management aussi, c'est des petits trucs de base qu'il faut connaître. Si vous les avez pas, je vous donne un truc, ça paraît bête, mais c'est vous insultez, enfin vous réprimandez en privé, en tête à tête, et vous félicitez en public. Si vous faites l'inverse, c'est une catastrophe. Vous prenez Monsieur Dupont qui a fait une connerie que vous dites à tout le monde dans le truc, le type il part, il est humilié pour la fin de sa vie, il vous déteste. Et puis les autres, bon, donc faut pas faire ça.
À part si vous voulez vraiment virer les gars, mais là c'est une méthode qui est pas très agréable, je trouve. Donc en fait, c'est des trucs, et les politiques font l'inverse. Hein. Eux, ils humilient en public et ils vous félicitent de temps en temps et en privé. Mais bon, c'est pas. C'est pour animer leur électorat. T'as vu ce qu'il lui a envoyé? donc c'est voilà. Bon, tout ça pour vous dire, on apprend des tas de choses et je pense que ces 3 ans à Fontaine Électronique a été. Et je le dis toujours quand vous passez des crises. En fait, c'est très dur sur le moment, mais ça vous apprend. Vous apprenez des succès, vous apprenez des crises, vous apprenez de vos échecs. Là, on a parfois des problèmes de qualité à Radial, comme dans toute boîte industrielle. Bon, j'ai été voir mes équipes hier qui ont réglé des problèmes techniques difficiles, qui ont duré 6 mois, avec un client qui était fou de rage parce qu'on était en retard. Bon, on a montré qu'on était capable de redresser la barre, qu'on a fait tous les plans d'action, revue de package toutes les semaines. On a réglé le problème. Et on a transformé un client extrêmement mécontent en un client content et qui a vu qu'on était capable de lui régler ses problèmes. Donc je pense que le client est encore plus content qu'avant. Ça fidélise. Deuxièmement, quand vous gérez en crise, vous apprenez à manager plus rapidement la gestion de crise des équipes, la communication des équipes, l'efficacité. Troisièmement, vous progressez parce que c'est des problèmes techniques, techno, de process, etc. que vous réglez. Vous avez 3 mois pour les régler, ou 3 semaines. Là où ça vous aurait pris peut-être 5 ans ou 10 ans pour les régler. Et donc je pense que les crises et les échecs sont très pédagogiques finalement. Vous savez, on apprend avec le temps de tout ça. Ce que je vous dis là, c'est pas des certitudes, c'est pas c'est des convictions d'expérience. Et je pense qu'en vieillissant, on est tombé dans pas mal de pièges. Et mon boulot, c'est aussi de donner aux jeunes des repères, des trucs pour les rassurer, pour leur dire que rien n'est jamais acquis, qu'il n'y a pas de certitude absolue dans le monde. Il y a des convictions, il y a des choses. Et puis avec cette boîte à outils de repères, ils peuvent progresser, ils peuvent s'améliorer. Je dis souvent à mes salariés, je pourrais jamais vous donner l'emploi à vie, moi. Je suis pas à fonction publique. Par contre, je peux vous donner de l'employabilité. À Radial, vous venez, il peut y avoir des crises de marché, etc., comme le Covid ou comme l'aéronautique qui se casse la figure pendant quelques mois ou quelques années. Je suis obligé de vous licencier, ou vous voulez partir. C'est normal, ça peut arriver. Par contre, ma grande fierté sera que vous restiez pas au chômage pendant 5 ans. Donc, si vous apprenez de Radial et que on cultive votre employabilité parce qu'on vous forme au digital, à des process, etc., vous aurez un bagage plus fort. Et s'il se passe qu'il y a un problème avec Radial, vous pourrez retrouver rapidement du boulot. Donc ça, c'est des messages aussi que je fais passer beaucoup à mes collaborateurs. Et qui comprennent, c'est juste. Enfin, c'est sincère, c'est sincère, c'est concret. La règle du jeu, elle est là. Ouais. Vous voyez, je peux pas vous donner l'emploi à vie. S'il y a des plans sociaux à faire, je serai obligé de les faire. Par contre, si vous êtes dans le plan social, on va se démerder, pour que vous soyez et pour vous accompagner. Et je fais une petite aparté, mais comment est-ce que tu fais pour insuffler ça? C'est-à-dire que tu as à la fois tes directeurs, tes managers, etc., mais toi aussi, tu vas sur le terrain et tu le dis, tu le répètes aux équipes. Oui. En fait, moi, j'essaie de faire des petits déjeuners de salariés. Donc, ça, c'est intéressant parce que Radial, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, parce que je reviens sur... ça fait 30 ans que je suis... Mais j'ai eu cette décennie formidable de télécom où le chiffre d'affaires a pété, on a la rentabilité super, jusqu'à 2001, où là, de janvier 2001, tous mes clients me disaient non, mais ça va être encore 20%, 25% de croissance. Mettez-vous au Brésil parce que, etc. Il faut le Brésil va. Bon. Donc les clients étaient fous. En février, plus d'image des clients, et en mars, des débandade totale, l'explosion de la bulle télécom, d'internet. Tous les comptes, ils commencent à licencier, etc. Donc on a fait, au lieu de faire plus 20% en 2001, on a fait moins 25%. 2 fois de suite, parce que c'était très dur. D'accord. Et donc là, en fait, c'est de la gestion de crise, etc. Et alors, juste avant cet épisode, donc on se remet en question et on apprend. Donc on s'est repositionné sur l'aéronautique, sur le militaire. Donc faut jamais avoir trop ses œufs dans le même panier. Mais juste avant, quelques mois avant cette péripétie, j'ai eu une énorme grève liée aux 35 heures. Et je comprenais pas parce que l'ambiance de Radial Social, je la considérais comme bonne, voire très bonne. Et en fait, j'avais pas suffisamment de capteurs. Et j'ai fait faire un audit après cette grève dure.
Et les types m'ont dit, mais ils vous voient pas assez, vos équipes en bas, donc faut aller plus souvent sur le terrain, encore. Il faut peut-être faire des petits déjeuners, etc., avec des pots, des cafés, etc., pour que vous sentiez, puis vous expliquer la stratégie. Ils vous voient pas assez. 2, vous avez un management intermédiaire qui fait pas le boulot. De courroie, ça c'est très important. Courroie des informations vers le bas, et que surtout courroie des signaux vers le haut. Ouais. Et si le management intermédiaire ne fait pas ça, ce double rôle, vous êtes mort. D'où les managers dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'il y a des managers qui sont pas faits pour ça. Ouais. Donc, gourou ou expert, et voilà. Et puis on a eu on a mesuré, etc. Et en fait, ça s'est bien passé après, parce que fort de cette grosse grève que j'ai eue en 2000, liée aux 35 heures, depuis, j'essaye d'aller chaque fois que je suis dans une usine, une filiale, de voir les équipes. Donc, ils me mettent 15 personnes autour de la table, 20 personnes. Ça dure 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et puis, questions-réponses. Voilà, où est-ce qu'on machin. Je prends toutes les questions, y compris sur les salaires, sur, toutes les questions, quoi, qui se posent. Et puis, j'essaie de répondre. Et puis, je leur donne, en fait, des petits trucs. Je leur parle comme ça, comme je vous parle. Je vous parle des marchés, je leur parle de l'activité de Radial. Boeing, ça va un peu moins bien actuellement, ils ont plein de pannes techniques, c'est le bordel. Puis Airbus, ça va plutôt pas mal. Et puis, on va attaquer la Chine. Puis, quand vous montrez, je pense qu'il faut montrer aux salariés. D'abord, il faut une expérience de management que j'ai, c'est que il faut bien traiter nos collaborateurs dans les périodes de croissance pour que derrière, en période de crise, comme sur un bateau, c'est le beau temps, le vent souffle, on met le spi, l'équipage va bien, tout le monde est content. Bon, puis il y a la tempête qui arrive. Oui. Et là, elle peut durer 1 journée, 2 jours, 3 jours de grain. L'équipage, quand on le traite bien pendant les périodes de croissance, se resserre autour du capitaine et autour du bateau. Moi, j'ai remarqué. Hein. Donc, nous, on a eu passé 4 crises à Radial. Je dirais que à chaque fois c'est angoissant, c'est nerveux, parce que vous savez pas quand est-ce que vous allez sortir de la crise en plus. Hein, donc on rentre dedans et bon. Mais l'équipage est là et ils serrent les coudes et ils savent que le bateau est solide et que le capitaine, il est là sur le pont et puis il fait tout pour que ça se démerde. Et en fait, je pense que l'équipage, il faut vraiment bien traiter nos collaborateurs d'une façon générale. Donc nous on essaye. Alors c'est jamais parfait, c'est jamais et si on peut donner de l'intéressement, de la participation, on le fait. Dans les très bonnes années, on va jusqu'à 3 mois de bonus, intéressement, participation, c'est bien. Je suis très très content. Donc ça motive tout le monde à bosser. Donc voilà des choses que on apprend aussi avec le temps. Alors moi, ça c'est mon style. Il y en a qui gèrent de façon très autoritaire, hein, et ça marche aussi parfois. Et tant mieux. C'est lié à la culture d'entreprise aussi. C'est lié à peut-être aussi génération, culture d'entreprise. Et mon père devait gérer de façon un peu plus autoritaire, parce que c'était les années 60, 70, 80, où c'était un autre style de management, même s'il était très droit et très juste. Et puis moi, je suis arrivé avec un autre style, peut-être un peu plus participatif, on va dire, mais exigeant. Et puis mes enfants, ils auront un 3e style, qui seront liés aux générations Z, Y, Z, digital, l'harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce que c'est important et je comprends que ça soit important. Donc chacun vient avec son bagage et sa culture. Il faut laisser ça. Quand est-ce que tu as démarré au MEDEF ? Alors le MEDEF, c'est pareil, c'était en 2013. D'accord. Donc j'ai passé 10 ans quand il y a eu la crise télécom. Je me suis mis ils m'ont demandé à ce que je sois patron du syndicat des composants passifs, des connecteurs. Donc, vous êtes sûr, ça va te prendre, ça va te prendre 2 heures par semaine, Pierre. Bon, d'accord, j'y vais. Par faiblesse, en fait, je crois que je suis un grand faible. Tu sais pas dire non. Je sais pas dire non, c'est horrible. Et en fait, ensuite, ils m'ont dit, mais il faut que tu t'occupes de la FIEC, la Fédération des industries électriques et de communication, ce qui était mon syndicat au-dessus. Donc ça, c'était 5 ans après, 2005. Mais les gars, j'ai une boîte à faire marcher, etc. J'ai pas le temps. Mais non, mais c'est une demi-journée par semaine, Pierre. Bon, hop, voilà la FIEC. Ensuite, 3 ans après, groupe des fédérations industrielles, le GFI. Donc les 15 fédérations industrielles, hein. Il n'y avait pas que l'électronique, l'électricité, il y avait tout le reste. Bon, Pierre, il y a que toi qui peux faire ça. Je dis, mais non, il y a pas que moi, les gars, vous êtes 15 à postuler pour le poste ici. Bon, boum, je me fais élire GFI. Bon, puis après, il y a eu le CNPF. Donc GFI, on est au conseil exécutif du MEDEF, avec Laurence Parisot. Et puis là, François Hollande se fait élire avec un programme très très de gauche.
je suis pas fait pas de politique. J'ai découvert que la gauche de François Hollande avec Valls, Cazeneuve et d'autres peuvent devenir sociodémocrates. Ce qui m'a rassuré à la fin de mon mandat. J'ai dit, tiens, ils ont fait le CICE, ils ont fait le taux d'IS qui a baissé de 35% à 23%, ou de 33 à 25 plutôt. Ils ont fait les lois El Khomri de simplification du code du travail. Donc, vous voyez, programme de gauche avec taxation des riches à 75%, enfin les trucs durs. Bon, Hollande passe, et là, j'ai eu peur au MEDEF, en tant que GFI. Et là, j'avais une colère sourde. Je me suis dit, on est tous plombés, tous les patrons sont plombés, ils embauchent plus. Et donc là, c'est une volonté personnelle de me dire, faut faire quelque chose, faut aller au combat. Et j'ai présenté un programme de MEDEF de combat, et je me suis fait élire, avec un gros score, 95%, je crois. Mais débutant, hein, je connaissais pas les médias, je connaissais pas la politique, donc non, mais t'avais tes convictions, t'avais ton j'avais expérience. des convictions, voilà, une certaine authenticité peut-être de ce que je faisais, parce que j'ai des convictions de terrain. Donc j'étais pas là. En plus, j'ai changé les statuts quand je me suis fait élire pour dire je ne veux pas me faire réélire. C'est pas 8 ans, c'est pas 5+3. Je veux faire qu'un seul mandat, 5 ans. Et après, je laisse donc j'y suis pas pour faire du clientélisme, les gars. Je veux juste faire que la France ne soit pas trop escatée, surtout l'entreprise d'économie pendant ces 5 ans. Et puis on va essayer de faire bouger les lignes. Donc j'ai créé des projets assez fumeux, pas fumeux parce qu'ils ont été très très bons, mais un peu impertinents, comme le 1 million d'emplois, c'est possible à condition que, avec le pins, que je portais partout, dans les dîners mondains parisiens, où tout le monde se marrait. Je savais, mais en fait, j'étais là en mode, les gars, vous voulez quoi? Et vous voulez quoi? Moi, j'ai pas envie d'être ministre, j'ai pas envie de machin, j'ai pas envie de faire des médias toute ma vie. Je veux juste qu'on fasse pas de bêtises avec la France. Ouais, faisons baisser le taux de chômage. Donc voilà, alors, s'il faut que je mette 2 pins et un chapeau, je mettrai 2 pins et un chapeau. Mais pour faire comprendre aux gens, donc je sais, une sorte de lobbying qui a fait rire beaucoup dans les dîners en ville, comme on dit, et qui finalement a fini par marcher. Parce que on l'a créé, le million d'emplois. D'ailleurs, sur LinkedIn, je reçois encore, ouais, t'as pas créé un seul copec, je sais pas quoi, rends le CICE. Mais non, j'ai dit, le CICE, c'était une boîte à outils, il y avait le CICE dedans, il y avait la baisse du taux d'IS, il y a eu la flat tax qui a été mise par Macron tout de suite, il y a eu la simplification du code du travail, Pénicaud et El Khomri et Pénicaud, qui a aussi beaucoup défrayé la chronique, hein. Parmi les syndicats, c'était vachement dur, ils sont fait nuit debout, etc., ça a gueulé, hein. C'était dur, hein. Ben, je trouve que Valls était très courageux, parce qu'il a tenu. El Khomri, très courageuse aussi, comme ministre du Travail. Et puis on a finalement, au bout de 2-3 ans, parce que c'est pas instantané, la création d'emplois, la courbe du chômage s'est inversée. Donc en effet, on a bien créé le million d'emplois entre 2014 et 2019. À la fin du mandat de Hollande, il n'en a pas vraiment profité. Et puis Macron a rajouté des choses, le plafonnement des prud'hommes, qui était une horreur chez les patrons. On s'en souvient plus, mais c'était la roulette russe. Vous pouviez être artisan avec 2 salariés. Moi, je croisais un nombre incroyable de patrons unipersonnels, travailleurs indépendants, qui avaient des commandes jusqu'ici et à qui je disais, mais vous avez plein de commandes, pourquoi vous embauchez pas? Ah non, j'ai eu 2 salariés. Je me suis pris 2 prud'hommes, ça m'a coûté, je sais plus combien, 50 000 €. Jamais plus j'embaucherai, monsieur Gattaz. Ouais. Mais toute la semaine. Donc je redisais aux députés socialistes, communistes que je voyais, il faut plafonner les prud'hommes, les gars, c'est insensé. Et donc heureusement, Hollande l'a pas fait, mais Macron l'a fait, et ça a permis de détendre encore l'atmosphère, de remotiver les équipes, de faire que la France est redevenue attractive, les patrons ont retrouvé de la confiance. Et ça, on a fait finalement créer 2 millions d'emplois, un peu plus même. On est passé de 10,2% de chômage en 2013 à 2023, on était à 7,2. Donc tout ça, c'est des combats de conviction, d'expérience, de benchmarking international, parce que j'étais tout le temps en Chine, en Inde, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse. Moi, j'ai des éléments de comparaison très clairs de comment les pays fonctionnent et comment ils ne fonctionnent pas. Et d'où mon combat au MEDEF en disant, mais les gars, il y en a aucun qui a voyagé, des politiques, hein. Il y en a très peu qui parlent l'anglais, si vous voulez, mais ils sont dans la sphère. Alors je veux pas stigmatiser trop nos amis énarques, dont j'ai un certain nombre de copains dans cette institution quand même, qui sont des gens formidables. mais si vous voulez, ceux qui sont partis dans le privé sont formidables, ceux qui sont restés dans le public, c'est plus compliqué. Parce qu'ils n'ont pas de repères. Ils ont Bercy,
Bercy est Bercy. Enfin, je simplifie. Et ils ont pas bossé dans le privé. Ils voient pas la gestion du cash comme on fait tous les jours dans une boîte. La gestion des hommes comme on fait dans les hommes et les femmes, c'est fondamental. La gestion de la plus-value à la fin. Faut que ça paye. Quand vous avez pas ces 3 éléments, ce repère que vous avez intrinsèquement, biologiquement, quand vous êtes patron d'une boîte, y compris d'un petit commerce, y compris quand vous êtes artisan, plombier, électricien, qui sont des métiers formidables, eh ben, ils savent gérer du cash, ils savent gérer un ou deux collaborateurs, ils savent gérer de la plus-value. À la fin du mois, faut gagner sa vie quand même. Ouais. Mais ça, quand vous l'avez pas biologiquement, vous comprenez pas. Et le débat actuel en 2025 sur les dépenses publiques est surréaliste en France. Surréaliste. Je suis fou de rage depuis la dissolution. Que les gars, toute classe politique confondue, et surtout à gauche, je suis désolé, je fais pas politique, mais ça tire quand même beaucoup à gauche en ce moment, ne pensent qu'à taxer. Mais ils ne pensent qu'à taxer, les gars. Ils ont aucune idée ou aucun courage de se dire on a un bloc de 57% du PIB qui s'appelle les dépenses publiques en France, 7 points de plus que la moyenne européenne, 8 à 9 points de plus que l'Allemagne, 22% de plus en PIB que la Suisse ou que les États-Unis. Non mais il est dingue. Tu l'expliques comment ça? Parce que c'est de l'idéologie. Donc, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils doivent animer leur communauté, leur électorat, ou est-ce que tu le penses que c'est sincère? Ils le pensent sincèrement qu'ils sont dans la bonne direction? Moi, quand j'écoute le nouveau ministre de l'économie, Monsieur Lombard, Éric Lombard, je tombe de ma chaise parce que j'ai pas l'impression que c'est l'idéologie politique, mais c'est une sorte de culture française d'intellectuels très haut de gamme, où la sphère publique, c'est le modèle français, avec son modèle social associé. Donc il faut des fonctionnaires partout, et lui-même disant non, mais il y a pas trop de fonctionnaires. Enfin, il y a 5,7 millions de fonctionnaires en France. Les Allemands en ont que 4,5 millions, et ils ont 30% de population en plus. Non mais le décalage avec l'Allemagne, c'est 2 millions de fonctionnaires en plus en France. Et les Chinois avec leurs problèmes démographiques et avec les intelligences artificielles qui vont remplacer, qui vont compenser avec des IA. Et donc je pense que c'est un mélange d'intellectualisme de gauche qui est très prégnant en France, Jean-Paul Sartre, etc. Enfin, il y en a eu beaucoup quand même. Il y a eu après la guerre les communistes qui étaient à 30%. Donc il y a eu cette inertie communiste quelque part dans ce pays qui est lourde. Et puis une sorte de fonction publique qui a grossi. Avec son modèle social omnipotent et très gros, alors très généreux, mais trop généreux. Et en fait, qui fait que tout ça, faut le payer. Donc le modèle social français, avec une retraite à 62 ans, 64, un assurance chômage de 18 mois, etc. Enfin, on est d'une générosité inouïe. Fait que ça presse sur le salaire net des gens, parce qu'ils se rendent pas compte. On peut partir à la retraite plutôt que tout le monde. On peut aller à l'hôpital sans que ça coûte trop cher, les médicaments gratuits, mais il y a quelqu'un qui paye. Mais qui c'est qui paye? C'est nous tous. C'est nos charges sociales et patronales. Quand vous gagnez 2000 € en net, ça vous coûte 4000 à la boîte. Donc vous payez 2000, un peu moins, de charges sociales et patronales. Et qui paye la retraite à 62 ans, la 18 mois d'assurance chômage, la famille, la maladie, le truc, la MP, le truc, le machin. Et donc on est les champions du monde de ça. Mais il faut pas se plaindre. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Sure. Donc je réfléchis beaucoup avec un think tank que je suis en train de créer avec quelques copains, entrepreneurs ou aguerris, retraités parfois, qui sont des gens très forts, comme Xavier Fontanet, Michel de Rosen, Maxime Ayache et Jean-Pierre Le Tartre, qui sont mes complices, entre autres, il y en a quelques autres. Et on est en train de réfléchir à des mesures, justement, dans le cadre d'un institut des solutions, un think tank qu'on a créé il y a quelques mois, pour essayer de faire en sorte de trouver les mesures qui vont permettre d'améliorer le quotidien des Français, mais avec un impact sur leur quotidien. Parce que la retraite, quand on dit il faut pas travailler jusqu'à 65, 67, si vous présentez les choses comme ça, ce qui a été fait, sans communication, sans expliquer l'impact pour la vie de tous les jours, de son pouvoir d'achat et de tout, quoi. Eh bien, on va continuer de refuser toutes les réformes et de continuer de s'appauvrir. Et donc, il faut réexpliquer tout à l'envers. En disant, ces réformes, c'est pas pour la France, c'est pour vous, Monsieur Dupont, Mme Durand. C'est pour vous, c'est pour vos enfants. Et on peut, je pense, vraiment travailler sur des réformes qui vont avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Français et sur l'ascenseur social qui ne marche plus.
Quand vous êtes au SMIC, eh bien, les gens qui arrivent, en fait, c'est pour ça qu'ils sont un peu nerveux. Les Français, je les comprends, parce qu'ils ont pas assez de moyens en poche, à cause de toutes ces taxes partout qui les chargent, si vous voulez. Donc là, il faut libérer tout ça. Et puis, l'ascenseur social, il faut le faire refonctionner. Donc les patrons, bah, ils ont peur d'embaucher parce que le coût du travail est très élevé. Donc réglons ça, regardons ce qu'ont fait les Allemands, les Suisses, les Canadiens. Il y a plein de boîtes il y a plein de références. Les Suédois socialistes ont fait des réformes en 90 incroyables. Ils ont arrêté le statut de la fonction publique à vie, socialistes, enfin sociodémocrates. Mais vous voyez, donc on est très très loin. Donc il faudrait que, moi, mon rêve, c'est que la gauche française soit social-démocrate, à la suédoise. Et pragmatique. Et avec l'outil de travail, qui est quelque chose qu'il faut préserver, où on crée de l'emploi, on crée des métiers, on fait vivre des familles, on fait des composants électroniques qui sont vendus dans le monde entier. Et on est fiers. Et mes salariés, ils ont de l'espoir que ça marche encore mieux et ils sont fiers de ce qu'ils font, collectivement et individuellement. Mais ça, il n'y a pas ce discours en France. C'est fou. Quand on parle d'entreprise, c'est les salaires des grands patrons, c'est les dividendes, c'est les subventions que vous prenez. Alors, j'ai gros débat sur les subventions. On nous dit, ouais, mais vous êtes gavés de subventions. Mais j'ai dit, mais attendez, baissez le niveau de la fiscalité. Si vous revenez à une fiscalité normale européenne, voire moins bien que ça, mais on veut surtout pas de vos subventions. On n'en veut plus. De vos CICE, de vos crédits impôt recherche, on n'en veut plus. Alors, la recherche, c'est un point important, parce que tout le monde, et les Américains en tête, les Chinois en tête, les Allemands, financent l'innovation. La recherche fondamentale, l'innovation, c'est vachement important. S'il devait y avoir une seule truc qui devait être resté en France, c'est le financement de l'innovation. Mais tout le reste, les aides à ceci, à cela, à machin, etc., on n'en veut pas, nous. Mais on les prend parce que le niveau de la fiscalité est tellement élevé qu'ils vous donnent des tuyaux. Vous voyez, on est sous le niveau de la mer, ils vous donnent des tubas pour respirer. Finalement, c'est récupérer une partie de l'impôt qui a été payé au travers de cette subvention. Mais en plus, c'est notre pognon. Parce qu'on nous dit, mais c'est le pognon de la... Mais non, les gars, c'est notre pognon. Quand on me dit le CICE, ça a coûté 20 milliards par an. Ça avait coûté 20 milliards, mais je dis, mais c'est notre pognon, les gars. C'est pas le vôtre, c'est le nôtre. C'est nous qui l'avons généré. Donc, faut pas inverser le truc. Et s'il devait y avoir une fonction publique restrictive, la plus petite possible, il y a 4 fonctions régaliennes il y a la police, la justice, l'armée et la diplomatie. Point. Dans une société idéale, tout le reste est privatisé. Bon, je suis un peu excessif, parce qu'on va me dire, ouais, mais Pierre, l'hôpital public, oui. Mais il y a des pays qui ont inventé des participations, des gestions privées-publiques. Ça marche. Je crois que la Suède est dans ce modèle-là. De telle façon à ce qu'il y a la bonne gestion du privé, compense, je dirais, la gabegie publique. Hein. Donc là, on met de la gestion et du management privé dans un hôpital public qui ne le fait pas, ou mal. Bon, il y a plein d'idées. L'éducation nationale, pareil. Pourrait y avoir plus de choses privées qui sont en compétition saine avec le public et qui permettent, là aujourd'hui, c'est sous contrôle, vous êtes bordé de plafonds, de règles, de normes, de machins, comme les cliniques privées, mais laissons vivre le privé. Et justement, c'est un élément de compétition formidable pour le public. Et c'est ça qu'il faut faire. Dans les écoles aussi. Voilà. Là, aujourd'hui, au sein de Radial, c'est quoi tes principaux défis ? Alors, nous, les défis, c'est les défis de diversification, parce que on est aujourd'hui très aéronautique. Ouais, ça se voit. Hein. On est très aéronautique. Magnifique. On est pas mal militaire, qui sont 2 marchés qui marchent très bien actuellement. Ouais. Donc je touche du bois, mais je veux pas dépendre que de 2 marchés. Parce que ces 2 marchés, ils ont eu des faiblesses par le passé. 92, mur de Berlin qui tombe, boum, il y a eu 10 ans où il n'y avait plus de budget militaire en Europe. Ou très peu. L'aéronautique, il y a eu World Trade Centers, il y a eu le Covid, 3 ans de galère, 4 ans. Et je me dis, bon, il faut être un peu paranoïaque d'ailleurs. Seuls les paranoïaques survivent. C'est le créateur d'Intel qui avait écrit ce magnifique livre. Donc, il faut être paranoïaque. Et donc, je dis à mes équipes, il faudrait que dans 10 ans, on ait 5 ou 6 marchés à peu près équilibrés. Ça va pas être facile. Donc, en fait, c'est de chercher de la diversification. En temps de paix, on prépare la guerre. Exactement. Ouais. Si vis pacem, parabellum.
Si tu veux, la paix prépare la guerre. Et en fait, donc ça veut dire que de trouver des petits des débouchés autres que l'aéronautique, le militaire pour des produits comme ça. Alors ça nécessite beaucoup de c'est d'ouverture d'esprit, de curiosité et de process aussi. Parce que il faut trier les marchés et les clients. Il faut pas perdre de temps sur des débouchés faibles ou nuls. Oui. Donc on est en train de travailler sur les ordinateurs quantiques actuellement à Radial. Magnifique. Parce que en fait, ce sont des environnements extrêmement sévères. On doit proposer des composants électroniques qui fonctionnent au froid absolu, ou presque. 0 Kelvin, ça doit faire moins 273 degrés Celsius. Et nos composants fonctionnent. Certains de nos composants fonctionnent là-dedans. Donc là, c'est super parce que, de nouveau, la technicité de Radial permet de répondre à des besoins dans des environnements extrêmement sévères. Le nucléaire est intéressant aussi en France, puisqu'on relance des EPR, donc il y a des composants qui résistent à un ensemble de choses, de température, Donc on cherche des marchés comme ça, qui sont des marchés compliqués, de diversification. Il y a le médical qui est pas mal aussi, et on est en train de pousser les feux là-dessus, tout en gardant ces deux marchés initiaux, historiques, et de bien faire notre travail dans ces deux premiers marchés, mais sans ne dépendre que d'eux-mêmes. Puis après, rester très fort en techno, s'améliorer en process encore industriel, en automatisation, garder les talents, tout le défi des talents à conserver, à attirer, à Radial et à conserver. Et puis tout le problème du digital et de l'IA. L'IA, c'est extrêmement important, donc on a une petite équipe autour de mon directeur d'informatique pour essayer de voir tout ce qui se passe actuellement. Ça bouge dans tous les sens tout le temps. Il y a des outils qui se mettent en place et comment profiter de l'IA pour être des outils de productivité énormes, pour nous aider dans les choix de décision, parce que c'est ça l'IA. L'IA, les gens peuvent voir comme des horribles robots à terme qui vont prendre la main sur l'humanité. Il faut se méfier. Mais je vois les énormes gains de productivité qu'on peut faire en déléguant des tâches très laborieuses, très compliquées, des stats épouvantables à faire où on mettait des journées à faire que ils font tout de suite et ça nous dégage du temps. Donc pour moi, l'IA, c'est des formidables outils de productivité, de dégager du temps pour faire autre chose plus créatif. Tu m'as pas parlé d'automobile ni d'hydrogène? Non, parce qu'on n'est pas tellement dans ces marchés-là. On a une petite filiale en commune avec une magnifique boîte de Grenoble qui s'appelle Arémon, boîte familiale, très discrète mais très forte. Ils font 1 milliard, je sais plus combien de chiffre d'affaires, 5e ou 6e génération, des gens formidables, un ADN familial comme Radial, territorial puisqu'ils sont grenoblois comme nous, et on s'entend merveilleusement bien et on a une petite filiale JV 50-50 et on fait des composants, des connecteurs ensemble pour le monde de l'électronique. Pour l'automobile. Nous apportant la techno et les compétences, eux apportant la connaissance du marché automobile. C'est un marché que je connais mal, qui m'a toujours fait très peur, parce que j'ai eu... D'abord, il y a beaucoup de cycles. Deuxièmement, il y a des contrats léonins. J'en avais eu un il y a 20 ans en achetant une boîte américaine avec des pénalités de retard de folie. On vendait des antennes à General Motors à travers une entreprise qui s'appelait Larsen, que j'avais acheté à Portland, qui faisait de la radiofréquence, etc. On avait trouvé ça intéressant. Le contrat avec General Motors, il y avait des pénalités de retard, je sais plus combien d'euros par minute de retard, je sais voilà. Par minute. Non mais c'était des trucs effrayants quoi, et avec livraison par hélicoptère, enfin c'était horrible. 1h53 minutes et 17 secondes, ce qui nous fait. Alors il paraît, on m'a dit que ça se négociait, on m'a dit qu'il faut payer, etc. Et j'ai eu très très peur et j'ai revendu cette partie automobile en fait, sans vouloir résister, en me disant non, je sais pas faire ça, j'ai trop peur, j'ai pas voulu savoir. Bon, c'est mon monde, c'est l'aéronautique, c'est les télécoms, c'est l'instrumentation, c'est les trucs. Bon, et puis en fait, j'ai refait cette filiale depuis 10 ans à Voiron exactement, où j'ai cette compétence amenée par Arémon de tous ces contrats juridiques que je connaissais pas, et ensemble on monte une montagne. Okay. Mais c'est un grand chamboulement actuellement dans le monde de l'automobile, qui sont des risques et des opportunités. Opportunités de faire des bagnoles électriques, l'hydrogène, etc. Donc on regarde ça. Crise parce que les moteurs thermiques, c'est plus difficile. Ouais. Quand j'échangeais avec ton assistante pour programmer justement l'enregistrement, tu as un agenda qui est plus chargé que celui d'un ministre. Est-ce que tu as des rituels, des habitudes, des moments sacralisés pour toi? Comment tu t'organises aussi par rapport au château de Sannes, hein, donc le vin, l'huile d'olive, etc. Comment est-ce que tu gères ton agenda? Moi, je suis un boulimique de l'action.
C'est-à-dire que je sais pas faire, je sais pas rester calme, ni je peux pas rester 5 minutes sur une plage sous un parasol, mais même pas 3 minutes, je sais pas faire. Je déprime. Donc il faut que je sois en action intellectuelle ou physique. Ça, c'est ma biologie. Hein. Et dès que je suis pas en action, ou je broie du noir. C'est assez marrant. J'ai des pensées négatives qui arrivent. Je peux pas faire une grasse matinée. Parce qu'à partir de 6 heures du matin, si je reste trop longtemps, j'ai toutes les idées négatives qui arrivent. Donc faut que je me lève. Et puis après, ça va. J'ai des décisions, j'ai des solutions, etc. Et ça me permet de... Ensuite, j'ai 3-4 métiers. J'ai patron de Radial quand même qui me reprend du temps depuis que je suis sorti du MEDEF, de Business Europe, qui était le patronat européen. Parce que j'ai dit oui au patronat européen aussi après le MEDEF. Hein. Alors que ça m'emmerdait Ça se passe pendant des déjeuners ou des coups de fil? Parce que c'est des pressions sympathiques de copains qui vous disent mais non Pierre, faut que tu y ailles, mais ça te prendra pas du temps, t'inquiète pas, faut pas y aller. Bon. Puis Business Europe, c'est le patronat européen où vous tapez, c'est passionnant, vous avez des gens formidables, puis vous avez après le côté positif, c'est que vous voyez des tas de gens, les Suédois, leur façon de travailler, les syndicats, etc. C'est vachement intéressant. Mais avant d'y aller, vous dites ça, je me prends encore un truc, bon. Bon, puis après donc c'était 2018, 2022, j'ai pu avoir quasiment beaucoup plus de temps pour Radial, et ça tombait bien parce que j'ai mon directeur général qui est parti à la retraite à ce moment-là. Donc j'ai mis un nouveau directeur général venant du Sérail. Il y a une transition à accompagner, et puis là, moi, j'adore cette boîte. Donc c'est ma boîte. Je vais voir mes salariés, je suis le plus heureux du monde. Hier, j'ai dans mes 2 usines, mais je me suis marré, quoi. Je voyais des défis à relever, des technos incroyables qu'on est en train de développer. Quel bonheur. Et ça, c'est la vraie vie. Alors après, j'ai un vignoble que j'ai acheté avec ma petite famille en friche, parce qu'avec les grappes de raisins, les raisins étaient vendus aux coopératives, donc on a recréé un chai, on a recruté 10 personnes, on a refait le vin, on a refait les bouteilles, on a refait les étiquettes, on a fait du rosé, du blanc, du rouge, on a tout relancé, une marque qui a été mise à l'abandon il y a 30 ans. Château de Sannes. Il est incroyable. Et ça de ZNES. Bio, et puis on fait ça bien, avec des œnologues qui nous aident, etc. Donc on fait ça bien. Donc c'est un temps long. Le vin, c'est la passion et la patience. Si c'est pas possible autrement. Donc là, c'est une montagne, c'est la Napurna, c'est pas après pas. On y va, on y croit. Tu luttes contre tes habitudes. Là. Et là, je lutte contre mes habitudes. Là, c'est de la patience. Là, c'est de la patience, mais il y a de la passion parce que c'est un produit magique. C'est toute l'excellence française dans un verre de vin. Il y a la météo, il y a l'histoire de France, il y a toute la partie catholique, les moines, le vin, etc. Il y a tout le sol, il y a la géographie, il y a les maladies, il y a mais incroyable ce truc-là. Et il y a des métiers du vin. Donc j'ai appris à connaître mon vigneron qui était là depuis 30 ans, heureusement, qui connaissait tout par cœur. Puis un maître de chai qui est très bon, que j'ai embauché, puis une petite équipe autour. Et des œnologues qui m'accompagnent. On fait un vin, je peux pas dire que c'est le meilleur vin du monde, hein, parce que ça, ils me croiraient pas, mais on fait un très bon vin. Je suis content. Très bon. Ouais, et puis bio. Donc c'est sympa, on est dans un parc régional du Luberon, parce que le Luberon c'est une appellation qui est dans un parc régional, c'est peut-être l'une des seules françaises, avec Mont Ventoux je crois. Donc c'est biodiversité impeccable, l'eau est parfaite, les arbres permettent de faire des choses intéressantes en bio avec la biodiversité, etc. Donc on est beaucoup là-dessus. Puis on a développé une activité de no-tourisme, on fait des rencontres littéraires, musicales, on fait des mariages aussi, on fait des séminaires d'entreprise, on fait des locations. Donc en fait, il y a une double activité, vin et tout ce qui est autour du vin, et villégiature, parce que le domaine est pas mal. Félicitations. C'est une petite TPE. Ouais. Et j'ai embarqué mes enfants là-dedans. Il y en a 2 qui bossent, un et demi qui bosse avec moi. C'est une boîte familiale et c'est du temps long. C'est-à-dire là, vous êtes dans le temps long. Et alors, tu te lèves à 6 heures du matin. Oui. Tu enchaînes. 6h15, exactement. Oui. Téléphone, email, réunion. Oui, je bosse sur mon smartphone, et mon meilleur ami et mon pire ennemi. Je me fais régulièrement disputer par mon épouse qui me voit tout le temps sur mon smartphone, donc j'essaye de pas le regarder, mais je fais tout, y compris j'écris des bouquins sur mon smartphone. Non mais j'ai écrit un bouquin. Tu dictes ? Non, oui, parfois je dicte des mails, je dicte parfois des idées, j'ai tout un truc d'idées là-dedans. Dès que j'ai une idée, même la nuit, je me lève, j'ai une note sur le smartphone, je lis la presse sur le smartphone, je réponds à des mails, des SMS, et puis alors j'ai un nouveau métier qui s'appelle influenceur. Depuis la dissolution, j'ai une colère sourde de tous ces discours politiques, non mais je dirais extraterrestres, je sais pas comment les qualifier. Les débats à l'Assemblée me rendent fou. Je me dis mais ils ont jamais bossé dans une boîte dans le privé, ils ont jamais voyagé,
et ils ne pensent qu'à taxer toute la journée, si vous voulez. Donc là, je me dis, mais on n'est pas sur la même planète. Ils savent pas ce que c'est que là, il y a un problème, il y a un vrai problème. Et donc moi, j'ai une colère sourde que j'exprime sur LinkedIn. Donc c'est vrai que j'ai 180 000 followers et j'ai des posts qui font le dimanche matin, je publie à 8h du matin, avant la messe, comme dirait l'autre. Et c'est des posts qui font 400, jusqu'à 400, 500 000, je crois. Wow. Pas tous, hein, mais quelques-uns, quoi. Et j'exprime des certitudes, une petite conversation, comme je viens de dire, sur des points qui paraissent le b.a-ba de l'économie, quoi. L'économie pour les nuls. Et pour les nuls. Je dis, mais avant de distribuer, il faut gagner de l'argent. Et l'entreprise, c'est l'endroit où on crée de l'argent. C'est pas la fonction publique. Donc et je sais pas comment ils comprennent pas ça, quoi. Donc ce sont des postures politiciennes. Ah, maintenant, il faut que je sois avec les filles parce que j'ai mon poste de député à sauver. Les trucs tactiques de fond de basse-cour. Tout ça, enfin, je dirais, là, c'est la boîte de Pandore qu'on a ouvert. Ouais. Alors, il reste l'espoir sur le bord de la boîte de Pandore, toujours. On s'accroche. Ça peut être le titre du prochain livre, ça. L'espoir dans la boîte de Pandore. Pierre, on va passer à une dernière partie. L'idée, c'est, je te pose plusieurs questions, je te fais 3 propositions ou plus, et tu choisis celle qui te convient le mieux, le plus rapidement possible. Café, thé, chocolat chaud? Ça a changé. Avant, très chocolat chaud. Maintenant, café. Matin, midi, soir? Matin. Le soir, d'ailleurs, tu te couches à quelle heure? Non, mais je tiens pas le soir. Les dîners en ville, je suis crevé. Ouais. Je suis pas fort le soir. Tu te lèves tôt, tu donnes un Non, peu mais en fait, je dors tard, je dors à minuit parce que je lis un peu, je bricole, machin. J'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, peut-être 5-6 heures me suffisent, ce qui est bien. Mais je suis pas un homme du soir. Quoi, je redoute les dîners, les dîners en ville et encore plus les dîners parisiens. Donc ton temps pour toi, c'est tôt le matin. Ouais, j'adore le matin. Et avant j'adore le matin. Ouais, le matin, je suis en forme, j'ai plein d'idées, c'est calme, tout le monde. C'est calme, je bosse très bien le matin. Le soir, je suis moins réveillé le soir. J'ai envie de... Ville, campagne, montagne? Montagne, j'adore. Campagne, Luberon, les collines, la Provence, formidable, j'adore. La mer, j'aime bien. La ville, je me suis habitué. Je suis pas un Parisien. Je vis en banlieue, mais j'aime bien Paris, j'adore. Mais je suis très content de me remettre au calme avec des arbres. Je me posais la question en venant, parce que là, les bureaux de Radial, Porte de Bervilliers. Oui. C'est exprès que vous êtes mis juste en sortie, c'est stratégique pour pouvoir récupérer le périph', historiquement, on était à Rosny-sous-Bois. Ouais. Le siège était là parce que mon père et mon oncle étaient en Seine-Saint-Denis, puisque j'ai vécu en Seine-Saint-Denis. Donc ils avaient créé Radial en Seine-Saint-Denis. Et puis le siège est devenu très vieux. Le bâtiment se fissurait un peu. On a décidé de bouger. Et comme j'habite en banlieue ouest, on s'est mis entre mes équipes et puis le nouvel encadrement, un milieu, facile pour tout le monde. Facile pour tout le monde. Donc les gens de l'Est viennent facilement par le périph' et moi je viens facilement par l'autre périph'. Lecture, cinéma, musique? Lecture en premier, musique, cinéma. Musique classique, rock, pop. Tout mon général. Alors je déteste ce qui est pas mélodieux. Donc j'adore la classique, hein, j'adore le piano, Chopin, Liszt, les Russes, Tchaïkovski, Rachmaninov, extraordinaire. Bach bien sûr, puis après j'adore les variétés françaises. Non, je suis assez éclectique en musique, hein. Je peux écouter du Polnareff, je peux écouter du Bob Dylan, j'adore du Supertramp, bon tout est bon. Par contre quand c'est pas mélodieux comme Métal Hurlant, comme du jazz, alors j'adore le jazz, mais le jazz plutôt traditionnel, New Orleans ou blues, etc. Mais il y a des musiques qui m'arrachent les oreilles que je peux pas. Les musiques de boîte de nuit, techno, là je sais plus. Un petit booba. Je sais plus faire. Là j'en ai plein les oreilles quand il y a des basses. Et donc là c'est peut-être que quand j'avais 20 ans j'aimais bien, je le supportais, mais là je peux plus. Là. Printemps, été, automne, hiver. Printemps. Les fleurs, les parfums, la nature. Alors attention, la prochaine est très complexe.
Vin blanc, vin rouge, vin rosé. Ah, blanc. On fait un blanc, le Château de Sannes est formidable. Exceptionnel. Entièrement d'accord. Oui, parce qu'en plus, on n'a pas de compétition, puisque les Côtes de Provence en font pas, à côté, et les Gigondas, Châteauneuf-du-Pape, etc., n'en font pas non plus, ou pas trop. Donc, on a une spécificité dans le Luberon et au Château de Sannes, c'est les blancs qui sont faits à 400 mètres d'altitude, loin de la mer. Donc, ça fait des blancs formidables, très secs, mais aromatiques, qui vont très bien avec des fruits de mer et avec des poissons, et qui sont frais, quoi. Ils sont très très agréables. Oui. Blanc Château de Sannes. On valide. On mettra la référence de la publication. Innovation, tradition ou disruption? Ah, un mélange des trois. Non, mais ici, l'innovation est fondamentale. Elle peut se faire de deux façons, incrémentale ou en rupture. Je pense qu'il faut il faut accepter de faire les deux. Il y a des moments où il faut faire de l'incrémental. Et puis il y a des moments où il faut faire de la rupture. Et pour la France, il faudra faire de la rupture un peu à des moments donnés. Alors faut pas être de la rupture qui casse tout, faut pas de la rupture destructrice. Faut de la rupture constructive. Donc je pense que voilà. Et puis les traditions sont là pour donner des. Je crois beaucoup à la tradition. Je crois beaucoup ce que nous a apporté nos ancêtres, toute l'histoire. Je pense qu'il faut surtout pas jeter ça à la poubelle. C'est formidable, c'est l'ADN d'un pays. Donc moi je suis pour garder les traditions, tout en les faisant un peu évoluer. Mais on peut pas jeter aux orties 2000 ans d'histoire d'un pays comme ça. Il faut pas. Alors, tu nous as déjà un peu dit, mais réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, autres? Ah, moi, je suis à fond LinkedIn. Twitter, j'aime pas. Il y a beaucoup de haine et de violence. Et en plus, sur Twitter, la possibilité d'avoir des internautes anonymes. Donc, ils peuvent dire n'importe quoi avec une violence et une haine inouïe. Et moi, je pense que l'humanité n'est pas fait pour la haine et la violence qu'il faut combattre. C'est trop facile. Bien sûr. Surtout quand c'est anonyme. C'est trop facile. Moi, je pense que ces réseaux devraient imposer le non-anonymat, d'une part, et puis qu'on puisse repérer le gars. Et donc d'éviter les insultes. Faut être respectueux, comme dans le sport. Ouais. On peut ne pas être d'accord en politique, dans une concurrence, et le plus bel exemple, c'est le sport. Vous montez sur un ring de boxe, vous êtes faire du judo, vous êtes respectueux, et quand vous l'êtes pas, il y a un problème. Quand vous êtes sur le Vendée Globe, vous êtes hyper respectueux de vos compagnons, enfin de vos concurrents. C'est ça, et je pense que l'entreprise, ça doit être ça aussi. On doit être respectueux. Et la politique, ça doit être ça. Et les réseaux sociaux, on n'est pas d'accord, mais on pousse pas à la haine et à la violence. Je pense qu'on est très laxiste là-dessus. Ouais. Je serais beaucoup plus autoritaire là-dessus. Non mais la liberté des uns s'arrête où commence la liberté des autres. Surtout, en fait. Quand ça commence à être la haine et la violence, c'est pas possible. Parce que là, vous appelez au meurtre, tout ce que vous voulez, toute la dérive délirante. C'est pas l'humanité, là, c'est le mal. Bon, donc voilà, faut savoir. Donc je pense que c'est pas mes valeurs du tout, hein, et on devrait pas laisser ça. Et une religion ne devrait pas aussi, et quelle que soit la religion, accepter ça. T'as parlé de sport? Ton sport préféré ou ton activité? Tu pratiques déjà? Oui, j'ai pratiqué. J'étais très très sportif. Quand j'ai été champion de monde de handball quand j'avais 15 ans. Avec le club de Gagny qui était très réputé à l'époque. Incroyable. J'ai fait beaucoup de hand. Ensuite, j'ai fait beaucoup de ski de voile, un peu de tennis, et là, je fais un peu plus de golf et de jogging. Donc mon sport, je fais 45 minutes, 1 heure de jogging par semaine, et puis que j'adore de marcher, j'adore faire du ski. Et tu suis aussi des activités sportives? J'essaie à la télévision. Ouais. Ouais. Alors, j'ai bien aimé les Jeux Olympiques, pas tout, mais je suis pas. Bon, j'aime bien les grands matchs. J'aime bien quand c'est un grand match de rugby où il y a la France. J'adore quand c'est un grand match de foot où il y a la France. Par contre, je suis pas aficionado sur les plus petites équipes. J'aime bien voir la France, mais le reste, ça m'intéresse moins. Oui. On arrive dans la toute dernière partie. Il me reste 3 questions. Oui. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, de podcast ou une newsletter à suivre? Ah, de lecture, de podcast ou de newsletter. Alors, non. Pierre Gattaz sur LinkedIn, c'est très très bon.
Non, j'aime bien. J'aime bien. Alors sur LinkedIn, il y en a quelques-uns que j'aime bien. J'aime bien Fondapol, Dominique Régnier, que je trouve excellent. Très calme, très serein. Bon, j'aime bien suivre les Nicolas Bouzou, les Olivier Babot. Ils font des très bonnes interventions. Nicolas, je le trouve formidable. Donc voilà, des gens que je suis sur le plan économique plus qu'autre chose, et un peu politique. Après, alors j'écoute j'écoute les radios d'information, mais ça finit par me lasser en fait. Donc j'aime bien y aller de temps en temps. J'y suis de temps en temps. Ouais. Ça reboucle beaucoup. Mais parfois il y a des intervenants qui sont formidables. J'adore écouter Michel Onfray par exemple. Ouais. Je crois que c'est CNews et Europe 1. Bon, il y a des gens comme ça que j'essaye de capter. J'aime bien Luc Ferry de temps en temps, ça, avec Cohn-Bendit. Bon voilà, j'ai quelques émissions comme ça que j'essaie de prendre. J'adore la grande librairie le mercredi soir. Parfois il y a des thèmes qui m'embêtent un peu, donc je zappe, mais il y a des thèmes que j'adore. Et comme j'adore la lecture et que je suis un boulimique de lecture, mais je lis peu. Enfin, j'arrive quand même, et donc voilà, en vieillissant, je trouve que j'aime beaucoup lire de plus en plus. Giono, vous voyez, ou Dormesson, Tesson. Ça, c'est des lectures. Victor Hugo, que j'aime beaucoup aussi dans les classiques. Les orientales, la poésie, c'est formidable ça. Bon, après, il y a des trucs plus sérieux, d'actualité sur le Moyen-Orient, sur l'économie, sur Trump, sur Elon Musk. Bon, bien sûr, il y a tout ça. Puis il y a les grands classiques qu'il faut avoir, qui vous permettent de reprendre du souffle. Ah bah là, tu vas mais où va la Chine, donc tu me diras ce que tu en penses. D'accord. Est-ce que tu as un ami, une connaissance qui est directeur, président, vice-président d'une entreprise connue que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast? Bernard Arnault. Avec grand formidable. Plaisir. C'est mon rêve. Bernard Arnault, qui est un type absolument génial. Pourquoi? Parce que d'abord, il a fait un empire à partir de zéro, presque zéro. Il fait vivre, il a gardé une filière, il a fait vivre une filière française, du luxe. Il n'y a pas beaucoup de filières qui sont internationales, il y a l'aéronautique, il y a un peu de santé, il y a un peu de vin, et puis il y a le luxe. Il y en a pas beaucoup. Donc je dirais ce qui lui est arrivé la semaine dernière parce qu'il a dit que la fiscalité française est trop élevée, ce que je partage 1000 fois. Donc j'ai pris beaucoup sa défense, et je trouve que c'est un type génial. Je dis toujours, les entrepreneurs sont des héros, petits, moyens et grands, mais lui c'est le super-héros. On a la chance d'avoir Bernard Arnault. Donc si vous pouvez l'avoir ici, ce serait formidable. Alors après, vous avez des gens comme Xavier Fontanet, que j'adore, qui est l'ancien patron des Steelers. Vous avez des tas de patrons qui sont dignes de parler. Vous avez Michel de Rosen, qui est le chairman de Forvia, équipementier automobile. Nicolas Bouzou peut vous raconter des choses formidables. Luc Ferry. Bon voilà, des gens alors, entrepreneurs, si vous préférez entrepreneurs. Il y en a plein, mais il y a Éric Trappier de Dassault qui peut être très fort, très bon. Edelstein, monsieur Edelstein, Charles, créateur de Katia et de Dassault Systèmes. Ouais. Utilisé partout dans le monde. Oui, monsieur Charles, qui a été patron de Dassault Systèmes pendant des années. Non, mais il y en a plein. Maurice Lévy, Publicis, formidable réussite. Bon, tout ça, c'est des immenses bonhommes. Et puis il y a des dames aussi là-dedans. Mme Barbizet. Il y a la fille de Sylvie Bellon de Sodexo. Puis vous avez des start-upeuses, voilà. Il y a une diversité on va en reparler ensemble. On peut en parler, parce que là, je peux vous faire une liste très longue. Et ma dernière question, mais tu as déjà répondu. Si on souhaite te contacter, la meilleure façon de s'y prendre, j'imagine, c'est LinkedIn. C'est plutôt par mail. Par mail. Ouais. pierre.gattaz@radial.com. Wow. Là, on va dépasser les 500 000. Non, parce que les mails, d'abord, je lis pas tout, mais je lis beaucoup de mes mails. Ça contribue d'ailleurs au fait que je sois beaucoup sur mon smartphone, y compris un peu le soir. Mais c'est ce qui est le plus simple. Ouais. Pierre, un grand merci. C'est un grand plaisir. C'était formidable. On a échangé avec le patron des patrons, une personne, un entrepreneur, l'ancien, mais il est toujours de cœur. Je pense que la France est d'accord avec moi là-dessus. Merci beaucoup. Merci infiniment, Émeric. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.